Donc effectivement, je vais vous parler aujourd'hui de l'analyse prédictive pour augmenter l'agilité opérationnelle et en particulier sous le prisme des stocks en magasin. Très rapidement, Equimetrix en 2 mots, on est un pure player de la data. Donc on va accompagner par des projets data et IA nos clients dans leurs enjeux business et métiers. Et on travaille avec beaucoup d'acteurs du luxe, de la mode et de la beauté, comme vous pouvez le voir sur tous ces logos. Aujourd'hui, en discutant avec nos clients, ce qu'on voit, c'est qu'il y a 3 enjeux majeurs vraiment qui se dégagent. Et Lauréano en a un peu parlé ce matin, justement, ça se recoupe bien. Le premier, c'est un peu comment anticiper l'avenir, comment est-ce qu'on peut avoir un coup d'avance sur le marché pour justement être un peu moins ballotté par tous les changements. Ou investir aussi. Encore une fois, les budgets diminuent, les objectifs de vente augmentent, donc comment trouver le bon équilibre et l'optimisation de ces investissements. Et celui qui va nous intéresser plus particulièrement aujourd'hui, c'est comment sortir du one size fits all. Donc c'est vraiment la personnalisation et comment ça se traduit dans l'expérience client en boutique, comment ça se traduit aussi sur les stocks et l'optimisation et l'efficacité supply. Donc avoir les bons produits au bon endroit, au bon moment. Pour un peu pousser ce constat, c'est des chiffres qu'on a aussi un peu pu voir ce matin, donc je vais passer vite pour passer plutôt au use case. Mais ce qu'on voit, c'est qu'on a une clientèle qui est de plus en plus jeune, donc qui a aussi un parcours d'achat qui est différent. 75% des acheteurs du luxe et de la beauté seront des millennials et des Gen Z l'an prochain. Il y a 20% des ventes qui se font sur le digital aujourd'hui, mais on peut le lire aussi d'une autre façon, ce chiffre, ça veut dire que 80% se fait toujours en brick and mortar. D'où l'importance d'optimiser l'expérience client et de réenchanter en fait ce qui se passe en boutique, spécifiquement avec les demandes aussi de personnalisation à outrance. Alors ça peut être sur le produit, on l'a vu sur du maquillage, ça peut être de l'embossage de sacs, mais c'est aussi dans l'expérience que vit le client en magasin et dans ce qu'il trouve en magasin. Et bien sûr, dans le contexte actuel, on a un vrai challenge de RSE et d'engagement des marques aussi pour ne plus gaspiller et s'engager vers une gestion beaucoup plus durable de leur business. Donc, face à ce constat, on a un client qui est venu nous voir. Pour donner un peu de contexte, donc c'est une grande maison de joaillerie, mode et horlogerie qui a des centaines de références par maison et nous, on a vraiment fait un focus sur l'horlogerie avec plusieurs milliers de points de vente dans le monde et bien entendu dans ce secteur et dans beaucoup d'autres secteurs, l'expérience client est au cœur de sa stratégie. Et ils sont arrivés avec une question pour nous, on a travaillé ensemble dessus, c'est comment est-ce qu'on peut faire de l'optimisation de l'assortiment dans nos boutiques un vecteur clé de la transformation. La justesse de l'assortiment, du coup, c'est un enjeu clé pour notre client, ça l'est toujours. Par 3 pôles particuliers. Le premier, c'est que c'est un processus extrêmement laborieux. Dans une autre vie, et je crois qu'il y a des gens des Galeries Lafayette aujourd'hui, dans une autre vie, j'étais acheteuse aux Galeries Lafayette et je passais des heures sur un fichier Excel à mettre combien de Chanel il y allait avoir à Saint-Jean-Pied-de-Port et à Libourne. Donc c'est un travail qui est manuel, qui est chronophage, qui a peu de valeur ajoutée et qui est peu flexible. Ensuite, il y a une immobilisation d'actifs, bien entendu. Si on a les mauvais produits au bon endroit, ils vont pas se vendre, ils vont rester en réserve, ils vont rester en stock. On va avoir des frais de stockage et surtout, on va avoir des frais de destruction à un moment donné. Et bien entendu, on va avoir des ventes manquées parce que si un client vient dans une boutique qui ne trouve pas ce qu'il voulait, ça va être déceptif tout d'abord. Et ensuite, on risque d'avoir des achats qui vont être soit reportés sur une autre marque si on est dans un grand magasin, soit totalement annulés. Donc on a une perte de sell-out. Donc face à ce constat, on a travaillé avec notre client d'abord à analyser les ventes passées. Donc vraiment, c'est quoi les données? Qu'est-ce qu'on avait à disposition? Qu'est-ce qui s'est passé dans les boutiques? Est-ce qu'on a eu des ruptures de stock? Est-ce qu'il y a tel produit qui s'est mieux vendu à cause de telle action? Ce genre de choses. Donc on a récupéré tout ce qui était disponible. Ensuite, on s'est rendu compte de la réalité du terrain, des caractéristiques locales, parce que quand on parle de boutique, en fait, on ne peut pas vraiment comparer le corner des Galeries Lafayette et du Printemps à une boutique à Cannes qui est beaucoup plus saisonnière, à une boutique temple ou flagship qui va être sur la 5e avenue de New York. Donc vraiment aussi une segmentation des différentes boutiques pour ne pas les traiter, encore une fois, one size fits all, mais vraiment avoir une personnalisation et de l'approche aussi. Et bien sûr intégrer les golden rules parce que on n'est pas que sur de la data, mais il y a aussi des négociations commerciales qui se font, il y a aussi une stratégie d'entreprise, donc c'est des logiques commerciales et marketing. Typiquement, il faut qu'on ait le produit iconique, alors c'est pas celui qui se vend le plus, mais le produit iconique dans chaque boutique, ou alors il faut qu'on ait les grandes tailles dans les grands magasins, ce genre de choses.
Donc en prenant en compte tous ces éléments, nous, on a pu hyper personnaliser une solution d'assortiment spécifique pour notre client, avec l'objectif d'avoir des mises à jour régulières et automatisées, parce que l'assortiment, c'est quelque chose qui est vivant, ce qui doit être présent en boutique, et en particulier avec les tendances du marché où un post Instagram peut faire exploser une référence. Il faut que ce soit en temps réel et flexible. On a une connexion directe avec la supply, et ça, c'est vraiment un gain de temps aussi. L'idée, c'est que dans un process où normalement, c'est qu'est-ce que j'ai vendu, ok, c'est quoi mon assortiment actuel, qu'est-ce que je vais changer, il faut que je fasse un mail à la supply, je vais remplir un bon de commande. Ça, maintenant, ça n'existe plus avec cet outil. On regarde l'assortiment, on clique sur un bouton, ça part à la supply, c'est commandé. Et bien entendu, un monitoring manuel qui est toujours possible. Notre vision de l'IA, c'est pas de remplacer des gens, c'est de gagner en efficacité. Et donc, l'IA ne remplacera jamais le bon sens paysan, on va dire, des gens qui travaillent, qui connaissent leur métier. Et c'est pour ça qu'on a toujours la possibilité d'un monitoring manuel. C'est un processus qui a duré 6 mois. Alors, on a un peu de recul, je vous montrerai les KPI après. C'est un processus qui a commencé par un cadrage, donc tout ce que je viens de vous expliquer. Ensuite, on a lancé un premier scope, et tous nos projets sont toujours scalables by design. Donc, on a commencé avec des tests utilisateurs avant de pouvoir continuer à améliorer l'outil et à scaler ça sur d'autres maisons, sur d'autres magasins. Mais ça s'est fait de façon assez courte. Et il vit toujours. Et pour rentrer un peu plus dans le concret, j'ai juste une petite minute de vidéo de présentation. Donc ça, c'est un peu tout ce que je vous ai expliqué. C'est petite musique pour un assortiment optimal. Donc imaginons, je suis directrice du corner Galerie Lafayette, ou printemps, je vais choisir dans l'outil quel est mon magasin. Donc vraiment, on a une granularité à l'entité au pays. Là, je vois tout de suite l'outil qui va me sortir un assortiment idéal. Je vais regarder un peu plus en détail une référence. 3, ça me paraît trop parce que j'en ai un peu sur les bras. J'en prends que 2. Donc je peux le changer manuellement. On voit que j'ai plein de typologies différentes de produits. Je vais en avoir qui sont des icônes, des consignments. On a vraiment toute la visibilité. Je vais pouvoir vérifier si, avec cet assortiment, je réponds aux règles de commercial et marketing. Est-ce que je suis bien dans les bornes qui ont été décidées? Je vais regarder si je veux rajouter aussi des références par le catalogue. Donc vraiment, ça reste assez flexible, mais on a de base une recommandation par l'outil. Je vais regarder quelle est la différence entre cette recommandation et ce que l'outil, et ce que j'ai aujourd'hui dans mon magasin. Donc là, il y a des grosses différences dans l'exemple qu'on a. Et donc tout ça, il suffit que je l'enregistre. Et en fait, donc là, il y a le bandeau qui explique, mais à la fin, on voit donc toutes les références et on glisse, on clique et ça part à la supply. Et ça, c'est très important de pouvoir désiloter aussi ce genre de fonctionnement. Je peux aller voir mes performances passées, l'évolution de mon chiffre d'affaires. Donc c'est aussi une plateforme qui est assez globale et qui permet de voir tous ces éléments, pas que aussi l'assortiment. Il nous reste 2 minutes, donc je vais passer à la suite. De toute façon, on avait vu globalement, il y a plein d'autres options dans la plateforme, mais en 1 minute, on ne peut pas tout vous montrer. En termes de facteurs clés de succès, et aujourd'hui ce projet est véritablement un succès, la première chose, et ce qu'on a vu un peu en introduction, c'est qu'il faut comprendre en fait la réalité du métier. Il faut aller discuter avec les équipes, il faut aller sur le terrain, il faut comprendre comment c'est siloté, comment on peut désiloter et comment l'IA est là pour accompagner, pour transformer les process et pas pour forcément les remplacer ou faire de l'IA pour faire joli parce que c'est le buzzword encore une fois ou parce qu'on veut absolument intégrer ça. C'est comment est-ce que ça permet d'optimiser les processus. En rentrant aussi dans la réalité métier, il faut que ce soit une transformation qui est portée de l'intérieur. Une transformation ne pourra jamais venir d'un provider à 100%. Donc notre client a mis en place un réseau d'ambassadeurs où ils portent vraiment l'adoption de l'outil en interne. Ils font des ateliers, ils font des feedbacks, ce genre de choses. Et ensuite, ce que je disais, c'est que c'est un outil qui est flexible, qui est scalable by design et qu'on peut mettre sur d'autres maisons ou même sur d'autres fonctions. Et c'est aussi l'avantage que c'est un investissement du coup qui est sur le long terme. En fait, c'est pas juste un outil, c'est comment est-ce qu'on transforme encore une fois la façon dont on aborde notre gestion en boutique. Et on pourrait typiquement, on discute de le mettre sur du visual merchandising. Et donc, sur les 30 dernières secondes, en termes de KPI, donc on a un peu de recul, ça a été lancé il y a 5 ans et on continue toujours de l'améliorer. Aujourd'hui, dans cette maison, on a 4000 points de vente qui sont équipés, 500 utilisateurs actifs, donc ça fait en moyenne 8 personnes par boutique qui utilisent l'outil et 90% des points de vente qui
mettent à jour régulièrement. Donc c'est aussi un outil, c'est pas juste un effet d'annonce, c'est un outil qui est utilisé au quotidien. On a eu jusqu'à 10 millions d'euros de gains générés grâce aux modifications d'assortiment. Encore une fois, on vient dans une optimisation du temps. Donc on a environ 50 jours hommes économisés par mois. Et encore une fois, l'idée, c'est que les gens passent plus de temps sur des tâches à valeur ajoutée et pas des Excel pour mettre du stock dans les magasins. Et bien entendu, on a des retours du terrain où il y a une vraie amélioration de l'expérience client parce qu'encore une fois, le produit est là, au bon moment, au bon endroit, quelles que soient les spécificités locales de la boutique ou de la maison.